garder une trace et c'est sans doute celle-là que je vais ensuite utiliser sur YouTube. Comme ça, il y aura le PowerPoint. Donc, l'enregistrement est lancé. Je repartage. Voilà. Très bien. Parfait. Et donc là, on a. Parfait, parfait. Alors, conférence sur la formation à la sécurité face au risque d'agression. Donc, alors, attendez, il faudrait que ça marche. Voilà, ça marche. Alors, mon intérêt et mes recherches dans le domaine de la sécurité personnelle sont le fruit d'une longue expérience de pratique, 35 ans, et d'enseignement, plus de 20 ans, des sports de combat et des arts martiaux, en club, en établissement scolaire, à l'université, en formation des enseignants et de publics néophytes, voire fragiles, par exemple, comme les seniors ou le public féminin. Actuellement, j'enseigne le karaté, la boxe française, le tai chi et la self-défense aux étudiants de l'Université Toulousain-Capitole, notamment, dont certains se destinent à des carrières dans la police ou la gendarmerie, puisqu'ils sont certains à l'Institut d'études judiciaires à l'IEJ. Et les deux dernières activités sont aussi enseignées aux seniors de l'Université du troisième âge, du T1. Ma thèse de doctorat en 2009 portait sur l'analyse des pratiques d'enseignement du karaté en EPS, mais les problématiques actuelles de sécurité sont tellement prégnantes, radicalisation, terrorisme, irrespect quotidien, que la pratique des sports de combat sous quelle forme que ce soit est un phénomène en pleine croissance. Ce que je constate quotidiennement dans les cours que je propose à l'université et les stages que j'organise régulièrement. De ce fait, mes recherches s'orientent plus actuellement sur l'analyse des pratiques d'enseignement de la self-défense et je commence simultanément l'étude des raisons qui poussent les étudiants à venir se former dans cette activité à partir notamment d'entretiens cliniques. Au niveau de l'objet d'étude et de la problématique, après une analyse plus précise du mécanisme complexe de la légitime défense et de ses conditions d'application, là je fais référence à Casalbou en 2013, Paul Casalbou étant enseignant à l'université, ici à UT1-Capitole, on ne peut que constater la difficulté extrême pour réagir correctement mais efficacement à une agression. La pratique des sports de combat permet de s'entraîner à réagir correctement en fonction du type d'agression, mais nous ne sommes pas tous pratiquants. Aussi est-il important, dans un premier temps, d'être capable d'anticiper une situation d'agression et ensuite d'apprécier sa dangerosité. On va alors analyser les différentes catégories de situations d'agression, examiner comment elles peuvent se manifester et définir, surtout, la conduite à tenir dans chaque cas. Mais avant, il est nécessaire de faire un petit état des lieux de l'insécurité en France. Alors, un décalage existe entre la déclaration instantanée d'un mal-être et l'expérience effective de coups et blessures. Craindre pour sa sécurité personnelle ou matérielle ne signifie pas nécessairement être victime ou témoin d'une agression physique. Une approche plus factuelle des violences physiques est possible grâce aux enquêtes de victimologie dans lesquelles les personnes peuvent déclarer « je fais rentrer quelqu'un, un étudiant, voilà », peuvent déclarer les agressions physiques subies au cours de l'année précédente. Cette étude, victimisation et perception de l'insécurité, menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, et l'INSEE en 2019,
permet de mesurer l'évolution de la délinquance en 2018 au-delà des seules statistiques de la police et de la gendarmerie, en sondant les Français qui ne portent pas systématiquement plainte. En voici les principaux enseignements. On assiste à une baisse des violences sexuelles, des cambriolages ou des vols de voitures, mais à une hausse des agressions physiques. Donc ça nous intéresse particulièrement en self-défense, en karaté, dans les sports de combat. Comme chaque année, une vaste enquête statistique rendue publique fin 2019 donne une photographie de la délinquance en France en interrogeant les victimes. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors, voilà. À rebours de nombreux indicateurs, ces agressions physiques, elles enregistrent une nouvelle augmentation en 2018. 693 000 personnes âgées de plus de 14 ans ont déclaré en avoir été victimes, soit 1,3% de la population française. S'il est en augmentation depuis l'étiage de 2016, 575 000, ce chiffre est à mettre au regard du nombre de victimes constatées à la fin des années 2000. Il y a eu un pic de 875 000 en 2008. 28% d'entre elles déposent plainte ou une main courante. Alors, ce graphique de l'INSEE permet de se faire une bonne idée des statistiques quant aux agressions hors ménage selon l'âge et le sexe en 2018. On retiendra particulièrement que les jeunes femmes, 18-29 ans, sont les plus touchées par les agressions physiques et les vols, alors que les hommes dans la même catégorie d'âge n'en sont pas victimes ou ne le déclarent pas. On notera aussi le pourcentage important d'incivilités, injures, insultes ou menaces, qui monte à plus de 20% des victimes jeunes femmes et environ 17% des jeunes hommes victimes de ces agressions. Au niveau des violences sexuelles, le nombre de victimes de violences sexuelles hors ménage chute à 185 000 contre 265 000 en 2017. L'année dernière, l'ONDRP et l'INSEE avaient constaté une hausse importante du nombre de victimes de ces violences, attribuée à un contexte de libération de la parole dans le sillage du mouvement #MeToo. Comme chaque année, une faible proportion de ces victimes, 13%, portent plainte, même en cas de viol ou de tentative de viol, 21%. Selon l'ONDRP et l'INSEE, près de 2/3 de ces victimes ont déclaré ne pas porter plainte car elles déclarent cela n'aurait servi à rien. Autre enseignement de l'enquête, le silence dans lequel se murent certaines victimes. 1 sur 5 n'en avait ainsi parlé à personne, révèle l'étude. J'ai aussi quelques données sur le vol des voitures, les cambriolages, l'escroquerie, mais bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a forcément à gérer dans le cadre de la self-défense. Donc, on va plutôt rester, par exemple, sur les vols avec violence. Donc, le nombre de vols ou tentatives de vol avec violence a chuté à 166 000 en 2018. Dans 52% des cas, il s'agit de vols à l'arraché. Dans 44% des cas, l'objet ciblé est un téléphone portable. Donc, plus de la moitié des victimes de ces vols ont moins de 30 ans. Voilà. Au niveau du sentiment d'insécurité, c'est intéressant. En 2019, 21% des personnes déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village, ce qui correspond tout de même à 11,1 millions de personnes. Depuis 2014, cette tendance est stable. C'est dans l'agglomération parisienne que ce sentiment est le plus prégnant, 29%. Idem pour les femmes, 26%, et les jeunes de 18-29 ans, 26%. En ce qui concerne le terrorisme, 20% des Français considèrent le terrorisme comme le problème le plus préoccupant en 2019, soit une petite diminution quand même de 10 points par rapport à 2018. Il est suivi de
près par la pauvreté et le chômage. Dans le cadre du plan Vigipirate, le gouvernement a conçu un document à afficher dans les lieux publics, vous l'avez là, avec les conduites à tenir. Et c'est vrai que ce problème du terrorisme devenant un peu, on va dire, une préoccupation quotidienne, puisqu'on voit encore, même là en fin 2020, il n'y a qu'à regarder les informations pour voir que on n'est vraiment pas à l'abri, où que ce soit en France. Et donc, ces consignes peuvent être fort utiles. Alors, on va maintenant s'attacher un petit peu au cadre théorique et notamment essayer de définir déjà ce qu'est la self-défense. Au sens commun, la défense personnelle, en anglais self-defense, est la maîtrise de techniques de combat permettant de faire face à une agression physique. On parle aussi parfois de combat rapproché, close combat, c'est plus un terme militaire, ou combat de rue. Le terme autodéfense a étymologiquement la même signification, mais renvoie plutôt à une défense armée. Plus spécifiquement, la self-défense n'est ni un art martial, comme le judo ou le karaté-do, l'aïkido, ni un sport de combat, que l'on peut définir comme tel à partir du moment où le sport est pratiqué en compétition. À mon sens, la self-défense est une pratique de combat hybride, qui emprunte les techniques les plus efficaces des différents arts martiaux et sports de combat. En termes de problématiques, je rapproche souvent la formation à la self-défense à la formation au secourisme. Les techniques qu'on y apprend seront susceptibles d'être utilisées demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans ou jamais. Par contre, le jour où il y aura un problème à gérer, il faudra être efficace et utiliser les techniques apprises pour sauver sa vie ou celle de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je préconise dans mes formations 2 cycles d'une vingtaine d'heures, puis une continuité dans l'inscription à une pratique d'un art martial ou d'un sport de combat au choix, ou au moins la participation à des stages réguliers de recyclage. D'un point de vue didactique et pédagogique, la formation que je propose est strictement respectueuse de l'intégrité physique des pratiquants et à ce titre s'adresse à tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, seniors, sportifs ou non. Il est important de comprendre que lors d'un cours de self-défense, l'enseignant organise la pratique et les situations pédagogiques de manière que les étudiants ne se blessent pas. Cela reste un entraînement et les conditions réelles d'une agression ne peuvent jamais être reproduites. La réalité d'une agression est toujours unique en fonction d'un contexte particulier et le but de l'entraînement en self-défense sera d'envisager le plus de situations approchantes des conditions réelles pour pouvoir être efficace. Nous reviendrons en fin d'exposé sur le détail de la formation, mais avant d'aller plus loin, on va étudier les termes spécifiques d'agression et de violence afin justement de bien les différencier. L'agression. D'un point de vue étymologique, l'agressivité vient du latin adgressere, qui veut dire marcher vers. Agresser, c'est donc aller au-devant, contre. C'est Alfred Adler, en 1908, donc c'est quand même une préoccupation ancienne, qui a introduit la notion d'une pulsion d'agression. Mais Freud les apparente aux pulsions de mort en tant qu'elles sont tournées vers l'extérieur. Le but de la pulsion d'agression est en effet la destruction de l'objet. Au sens commun, l'agression est un comportement humain visant à attaquer ou porter préjudice à toute personne ou objet susceptible de faire obstacle à la satisfaction d'un désir. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance, et il y a de nombreuses formes d'agression que nous verrons plus après, afin de mettre en face de chacune les conduites à tenir. Selon l'OMS, la violence et l'utilisation intentionnelle de la forme physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même,
contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Elle est donc polymorphe car elle peut être physique, psychologique, émotionnelle, sociale. Mais la différence majeure entre agressivité et violence réside dans le fait que la violence est toujours hors cadre, tandis que l'agressivité, elle, peut se manifester dans un cadre défini par des règles. Par exemple, on peut faire preuve d'agressivité dans la pratique d'un sport de combat, mais les codes régissant cette pratique interdisent toute forme de violence pour des questions de sécurité et de respect de l'intégrité physique des partenaires. On va étudier maintenant le principe de la légitime défense qui est à la base un petit peu de toute la pratique, de toute l'organisation de la pratique, que ce soit en self-défense, en karaté ou en général dans tous les sports de combat et les arts martiaux. Alors, les différentes formes d'agression auxquelles nous pouvons être confrontés sont nombreuses. Nous retiendrons l'agression verbale, l'agression physique et l'agression psychologique. Quel que soit le type d'agression à laquelle on est confronté, la réponse ou la riposte doit se faire dans le cadre légal de la légitime défense. Alors, je vais juste déplacer un petit peu au cas où. Voilà. Ce dispositif pénal répond à l'idée assez simple selon laquelle un individu agressé se voit autorisé par la loi à riposter pour protéger son intégrité physique, celle d'autrui et, dans une moindre mesure, ses biens. Ça, c'est une référence que l'on retrouve en 2013 dans l'ouvrage qui est sorti suite au colloque sur l'éthique, les sports de combat et les arts martiaux qui avait été organisé ici même à Toulouse, à l'université Toulousain-Capitole. La légitime défense est donc strictement encadrée par la loi qui en pose les critères à l'article 122-5, alinéa 1 du Code pénal, rédigé en ces termes. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Et là, je fais référence à Bullock en 2011. En d'autres termes, la légitime défense ne sera admise par les tribunaux après examen des faits au cas par cas que dans l'hypothèse où les critères posés par la loi sont strictement respectés. Ces critères tiennent d'une part à l'agression subie et d'autre part à la riposte opposée. Alors, les conditions tenant à l'agression. La légitime défense suppose que le sujet soit victime d'une agression et non pas à l'initiative de celle-ci. Elle doit en outre présenter 3 caractères. Elle doit être réelle, actuelle et injuste. Quant au caractère réel de l'agression, celle-ci ne doit pas relever d'un simple sentiment chez l'agressé. Il doit exister un danger clair, une menace d'atteinte ou un coup déjà porté à l'encontre d'une personne. Les agressions verbales sans geste menaçant n'ouvrent ainsi pas droit à une riposte physique. Quant au caractère actuel de l'agression, elle doit être imminente, mais elle n'a pas nécessairement à s'être déjà réalisée. Il est tout à fait possible d'anticiper un coup lorsque celui-ci est sur le point d'être porté ou de le parer lorsqu'il est en cours d'exécution. La riposte peut également intervenir une fois le premier coup porté
pour en prévenir d'autres. Néanmoins, toute riposte opposée dans un laps de temps trop éloigné du premier coup ne s'analyse plus précisément comme une riposte, mais comme un acte de vengeance. Le défenseur devient alors agresseur. Quant au caractère injuste de l'agression, le critère peut paraître curieux dans la mesure où l'on pourrait poser comme principe que toute agression présente un caractère injuste. Néanmoins, certaines agressions vont se voir justifiées quand elles résultent de l'exercice d'un droit ou d'un devoir imposé par la loi. Notamment, la résistance violente à une interpellation par les forces de l'ordre ne s'analyse pas comme une défense légitime. En ce qui concerne les conditions tenant à la riposte, victime d'une agression correspondant aux critères que nous venons de présenter, le sujet se voit ouvrir la possibilité d'une riposte qui devra présenter également 3 caractères. Elle devra être nécessaire, proportionnée et volontaire. Alors, quant au caractère nécessaire de la riposte, cette riposte ne doit pas être facultative. S'il existe d'autres moyens que la violence pour faire face à l'agression, ceux-ci doivent être privilégiés. Néanmoins, lorsque la riposte violente devient nécessaire, la nécessité ne s'évalue pas abstraitement. La riposte correspond ainsi à ce qui est nécessaire pour faire cesser l'agression. Elle ne correspond ainsi pas à ce qui est nécessaire pour consoler, par exemple, un ego meurtri. Quant au caractère proportionné de la riposte, c'est un peu ce dont on parle en cours de karaté, en cours de self-défense. Hein, c'est cette fameuse proportionnalité de la riposte par rapport à l'agression. Cette condition obéit à l'idée selon laquelle la légitime défense n'est pas un exutoire à la vengeance. Elle vise simplement à faire cesser une atteinte injuste, pas à la compenser par son équivalent en violence sur l'agresseur. Ainsi, la riposte doit être proportionnée à l'agression subie. Si elle dépasse en intensité l'agression initiale, les rôles risquent de se retrouver inversés. Celui qui était agresseur initialement deviendra victime et à ce titre pourra éventuellement lui-même riposter en état de légitime défense. Quant au caractère volontaire de la riposte, cette condition est la dernière et également la plus critiquée. Elle implique que la riposte de la victime soit volontaire. La victime doit alors maîtriser les coups qu'elle porte à son adversaire, mais également leurs conséquences sur lui. Il en résulte que dans certaines hypothèses, les tribunaux ont refusé le bénéfice de la légitime défense à des individus ayant repoussé un adversaire, mais en lui portant des coups ayant généré des blessures qu'elle n'avait pas prévues. Ainsi, par exemple, le cas d'une personne repoussant un ivrogne qui l'importunait et ayant par le même geste provoqué sa chute dont il devait décéder. Ça vient de la Cour de cassation et c'est en février 1967. Donc vous voyez, c'est pas nouveau à tel point. C'est un problème qui donc, comme je le disais, n'est pas nouveau et qui est même encore d'actualité. Après cette analyse plus précise du mécanisme complexe de la légitime défense et de ses conditions d'application, on ne peut que constater la difficulté extrême pour réagir correctement mais efficacement à une agression. La pratique des sports de combat permet de s'entraîner à réagir correctement en fonction du type d'agression, mais nous ne sommes pas tous pratiquants. Aussi, il est important dans un premier temps d'être capable d'anticiper une situation et ensuite d'apprécier sa dangerosité. Nous allons alors analyser les différentes catégories de situations d'agression, examiner comment elles peuvent se manifester et définir surtout la conduite à tenir dans chaque cas.
Alors, nous avons vu en début d'exposé les différentes statistiques de l'INSEE sur les agressions en France en 2018. Nous n'allons pas y revenir, mais il faut savoir que la défense physique n'a entraîné la violence physique, ce qu'on appelle l'escalade de l'agression, que dans un cas sur 300. Dans cette optique, un simple geste de résistance, se mettre en garde, se dégager d'une saisie, associé à des mots de refus, suffisent à stopper l'agresseur dans 3/4 des cas. Mais la première conduite à tenir est de tout mettre en œuvre pour se donner un maximum de chances de ne pas être victime d'une agression. Donc, c'est effectivement l'anticipation. Lorsque l'on sort de chez soi, il faut être prudent, sans être paranoïaque, mais il faut garder à l'esprit que certaines catégories de personnes sont des cibles plus faciles pour un agresseur. Les femmes, les jeunes, les seniors. Les bons gestes à retenir sont, alors d'abord, ce sont essentiellement des conseils de bon sens. Ne pas transporter d'importantes sommes d'argent en espèces et ne pas arborer de bijoux trop voyants. À un sac imposant tenu à la main ou en bandoulière, préférez une sacoche banane ou un plus petit sac que l'on peut cacher sous son manteau. Marchez face aux voitures. Il vaut mieux toujours faire face au danger pour le voir arriver et marcher plutôt près du mur que de la route en tenant son sac du côté opposé à la chaussée. Surveillez les deux roues qui empruntent le même trottoir que vous, car s'il n'a pas pu arracher votre sac depuis la chaussée, il va tenter de le faire directement sur le trottoir. Être particulièrement vigilant aussi en cas de mouvement de foule. Heure de pointe dans le métro, sortie de spectacle, c'est un moment d'action privilégié pour les pickpockets. En cas de passage dans une rue sombre et peu fréquentée, gardez les mains libres autant que faire se peut. Ne pas utiliser son téléphone en marchant, ne pas tenir son sac à la main, surveiller les personnes que vous croisez et marcher d'un bon pas. Ne pas non plus écouter de la musique avec des écouteurs. Un agresseur n'est pas un fantôme et s'il attaque par derrière, il y aura un bruit ou un déplacement d'air qui va vous alerter. L'entendre et le sentir va vous permettre de vous retourner pour y faire face. Être vigilant aussi quand on utilise son téléphone dans un lieu public et éviter de le prêter à un inconnu. Avec ces quelques recommandations toujours à l'esprit, on minimise les risques d'agression, mais elle peut toujours survenir. Cependant, on sera toujours à même de réagir de la bonne manière et on va maintenant examiner quelles sont les conduites à tenir en cas d'agression effective. Le premier bon réflexe, c'est la fuite. C'est vrai, ça c'est la première chose à savoir et à envisager. Bien sûr, tout à l'heure, on a parlé d'anticipation de l'agression, mais en cas d'agression réelle, le premier bon réflexe, c'est la fuite. Il faut tenir compte du fait que les motivations d'un agresseur sont multiples. Vol, opposition, bagarre, alcool, drogue. Et il est des cas où le simple fait de montrer que l'on ne va pas se laisser faire va permettre de temporiser la situation. Dans tous les cas, la première solution à envisager, c'est la fuite. Comme cela est enseigné dans la philosophie des arts martiaux, s'engager dans le combat est déjà une défaite. L'affrontement physique est la dernière solution à mettre en œuvre quand toutes les autres ont échoué. Ces autres solutions à envisager de prime abord, nous allons les détailler car elles vont peut-être permettre de temporiser l'agresseur, de désamorcer la situation, de gagner du temps. Quand l'agression survient, il faut donc essayer de discuter avec l'agresseur. Ne pas le provoquer, ne pas faire de l'humour, ne pas lui faire la morale, cela risquerait de provoquer une escalade rapide de la violence, mais plutôt tenter de persuader l'agresseur du non-sens de la situation. Si cette première tentative échoue, examinez immédiatement les solutions de repli, se rapprocher par exemple d'un lieu animé, se réfugier dans un magasin ou un bar. Une autre solution complémentaire à la dernière est d'alerter, crier au secours, interpeller des gens même s'ils sont un peu loin. N'opposez aucune résistance.
Votre vie est plus précieuse que vos biens. Si, malgré toutes les précautions prises, un agresseur tente d'arracher votre sac, par exemple, ne résistez pas, surtout s'il est à moto, vous risqueriez de chuter, d'être traîné au sol et gravement blessé. Comme le préconise un petit dépliant édité en 2013 par le ministère de l'Intérieur, qui s'adressait d'ailleurs plus spécifiquement aux seniors. Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes. Notez le signalement de votre agresseur, âge apparent, taille, corpulence, couleur de la peau, couleur et coupe de cheveux, signes particuliers, tenue vestimentaire. Si vous le pouvez, relevez les caractéristiques du véhicule utilisé, couleur, type, marque, numéro d'immatriculation, direction de la fuite. Et alertez la police. Déposer une plainte est un droit, c'est aussi un devoir qui permet aux professionnels des forces de l'ordre de connaître un fait sanctionné par le code pénal et ils pourront ainsi entamer des recherches des auteurs pour les déférer à la justice. Il nous faut maintenant aborder un autre chapitre, celui des conduites à tenir en cas d'agression, quand la fuite est impossible et que l'on doit faire face à un individu motivé qui menace votre intégrité physique. Alors, la première catégorie d'agression que nous allons étudier est l'agression pulsionnelle. Dans ce cas, l'agresseur ne sait pas forcément ce qu'il fait. L'intensité de sa réponse est exagérée, il voit rouge. Son attitude est égocentrique et car il a un sentiment d'injustice, se sent incompris, mal considéré. Il peut être aussi sous l'emprise de produits illicites ou alcoolisés, ce qui perturbe sa perception de la réalité. Quoi qu'il en soit, sa colère est vraie et profonde et l'agression va se révéler spontanée, incontrôlée. La conduite à tenir. Restez calme. Écoutez l'agresseur de manière empathique, active. Lui donner raison sur l'émotion. Vous avez raison, c'est une situation embarrassante. Gardez une attitude de sérieux en montrant qu'on est de son côté. Lui laisser le temps de se calmer et de temporiser. Si on a une responsabilité dans l'état de l'agresseur, par exemple un refus de priorité au volant ou si on a voulu le doubler dans une file d'attente, s'excuser sans délai et de manière exagérée. On le désarme. À l'inverse, quand une personne profite de votre inattention pour vous doubler dans une file d'attente, ne pas s'excuser. Monsieur, excusez-moi, mais non, c'est lui qui est en faute. Lui signifier clairement que son attitude est inacceptable est impoli. Monsieur, vous venez de me passer devant sans raison. Je ne vous en ai pas donné l'autorisation. Posez ses limites et ne pas déroger. Mais s'il ne cède pas, ne pas l'agresser physiquement en premier. D'un point de vue de la légitime défense, vous seriez en défaut. La deuxième catégorie d'agression que l'on va examiner est celle fondée sur des inégalités de pouvoir, comme par exemple une personne âgée confrontée à une personne plus jeune et physiquement imposante. Il faut d'ailleurs bien avoir à l'esprit que l'agression est toujours injuste, dans la mesure où le rapport de force est souvent en défaveur de la victime. En effet, l'agresseur passe à l'acte s'il sent que le rapport de force est en sa faveur. Un homme sent ainsi qu'il peut avoir le pouvoir de contrôle sur une femme, ou un groupe va vouloir attaquer un individu isolé. Ce sont les cas d'agression les plus difficiles à gérer, car le rapport de force est très inégal et il faut souvent s'être entraîné par le biais de cours de combat pour avoir une petite chance de sortir indemne de ce genre de situation. La conduite à tenir est de poser les limites le plus tôt possible, sans compromis. En effet, l'agresseur joue sur cette inégalité de pouvoir et le fait même qu'il s'en serve donne une idée de sa confiance en lui, qui par contre, lui, la sienne, est très basse. Ce n'est pas forcément quelqu'un de très courageux. En cela, il faut l'exploiter. L'attaque se fera sans doute de manière insidieuse, rarement de manière directe et en public. Ne pas reculer ses limites. S'il y a des témoins,
renvoyer la lâcheté de l'attitude de l'agresseur à ceux-ci afin qu'il se retrouve isolé. Ce devrait être un bon moyen pour qu'il s'assagisse et batte en retraite. La dernière catégorie d'agression que nous allons analyser est l'agression asociale. Elle peut prendre des formes diverses: psychologique, manipulation, chantage, harcèlement, intimidation; physique, c'est une agression physique; sexuelle, c'est le viol. Ces agressions sont très difficiles à gérer pour la victime car elles sont rapidement physiques et la victime s'en trouve d'autant plus démunie. Dans tous les cas, l'agresseur sait ce qu'il fait. Surtout dans les agressions psychologiques, l'agresseur construit progressivement le rôle de victime de l'autre. Il exerce des moyens de pression psychologique pour arriver à avoir le contrôle de la personne, à arriver à ses fins. Il peut aller jusqu'aux menaces d'intimidation. Face à ce type d'agression, il faut se confronter au plus tôt pour que la situation ne s'envenime pas. Donc c'est encore une question d'anticipation. Ne pas laisser croire à l'autre que ces menaces nous font peur. Ne pas négocier. Être ferme en restant sur ses positions. Dans le cas d'une agression physique, appliquer les techniques étudiées en combat, en self-défense, en karaté, faire face à une arme, mais face à une arme, céder pour ne pas être tué ou blessé. Exploiter la moindre inattention de l'agresseur pour le frapper, dans le cas par exemple d'une tentative de viol, faire semblant de baisser la garde, d'accepter pour le frapper au niveau des parties sensibles afin d'avoir l'opportunité de se dégager et de fuir. À l'issue de l'étude des différentes catégories d'agression et de la conduite à tenir pour chacune d'elles, il n'en reste pas moins que l'agression est toujours une épreuve à gérer, d'un point de vue psychologique d'abord et peut-être physiquement ensuite. On va donc, dans le prochain chapitre, analyser les différentes armes mentales que nous avons tous à notre disposition et l'intérêt socio-utilitaire de l'entraînement en combat, en self-défense, en karaté, en judo, dans tous les scams, de manière à se protéger ou protéger autrui en cas de besoin. Alors, le principe de base est simple. Une agression, parce qu'elle nous affecte psychologiquement et ou physiquement, doit être stoppée. Il ne faut pas investir de l'énergie dans le bien-être d'un inconnu qui nous parle mal, qui nous bouscule, qui nous double ostensiblement dans une file d'attente, mais réagir sans exagération. C'est une manière aussi de dire stop au comportement de sacrifice. Il faut savoir parfois se concentrer sur ses intérêts, son bien-être propre, et non sur ceux de l'agresseur. Ne pas le déranger, le froisser en l'interpellant. Je vais prendre un exemple un peu frappant de comportement déviant auquel vous avez sans doute déjà assisté. L'anecdote met en scène deux automobilistes qui se percutent dans la circulation. Ils sortent tous les deux de leur voiture et l'un d'eux est visiblement hors de lui et invective verbalement tout de suite l'autre automobiliste de manière assez violente. Généralement, celui qui hurle, c'est celui qui a tort. Bon, ce n'est pas forcément le cas, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Au-delà des sourires que cela provoque, si cela vous arrive, il sera intéressant de reconnaître tout de suite à quel type d'agression on a affaire. Une agression pulsionnelle liée à un événement accidentel. On va donc rester calme, écouter l'agresseur et lui donner raison sur l'émotion. Vous avez raison, c'est une situation embarrassante, mais entre nous, on va pouvoir peut-être se calmer un petit peu, car après tout, il n'y a que de la tôle froissée. Lui laisser le temps de se calmer, temporiser et assez rapidement lui montrer que c'est lui qui est en tort et que si l'un de nous deux avait des raisons de s'emporter, ce serait plutôt nous. Quels obstacles sont à surmonter dans une telle situation? Que le fautif, par son comportement excessif et dominant, prenne le contrôle de la victime
et que celle-ci en vienne à s'excuser, à prendre les torts sans analyser la situation. Après coup, cette même personne va en parler autour d'elle, va refaire le film de l'incident et constater qu'elle s'est laissée totalement dominer. Elle peut aussi quasiment chercher des excuses au comportement de son agresseur, se dévaloriser. Elle va culpabiliser de ne pas avoir su remettre son agresseur à sa place, ce qui est psychologiquement très perturbant. Conséquence, la personne peut en perdre le sommeil, se dévaloriser, ça l'obsède, ça va lui pourrir la vie. Autrement dit, cette sous-estimation de ses capacités de défense, la personne ajoute une surestimation du pouvoir de l'agresseur. On peut se rendre compte de l'inefficacité de ces stratégies mentales. Et c'est aussi cela que l'on s'entraîne dans les cours, c'est aussi à cela qu'on s'entraîne dans les cours de self-défense ou de combat. On développe ses armes mentales. Donc, il faut se donner la priorité à soi-même. Je suis la personne la plus importante de ma vie, ne pas assumer les responsabilités d'autrui. Tous les moyens sont bons pour assurer mon intégrité physique et psychologique. On peut faire aussi un travail de visualisation de ce qu'il peut arriver et comment agir dans un cas précis. On peut le faire en groupe, dans des jeux de rôle, des insultes au supermarché, des bousculades dans le métro, des agressions dans la rue, aux distributeurs de billets. Et il faut aussi continuer à entretenir son corps par des activités physiques diverses et son esprit, bien sûr, par des activités intellectuelles diversifiées et régulières. Cela étant posé, on va s'entraîner à reconnaître la nature de l'agression pour pouvoir générer les émotions qu'elle provoque, évaluer les risques et les alternatives, choisir la meilleure solution et la mettre en pratique. C'est la formation à l'autodéfense qui est intégrée dans la formation dans les sports de combat et les arts martiaux, bien sûr. Toutes les méthodes de self-défense sont basées sur les réflexes naturels du corps humain et l'appropriation de techniques de défense et de contre-attaque issues de la diversité des sports de combat et des arts martiaux. Ces techniques incapacitantes, très faciles d'apprentissage, sont très efficaces. Elles sont choisies pour fonctionner en situation de crise et sur une personne vigilante et active. Les coups sont focalisés sur les points sensibles, yeux, nez, tempes, nuque, gorge, plexus solaire, foie, partie génitale, genoux. La réponse dans certaines situations doit être immédiate, naturelle et sans appel. Choisie en fonction de l'objectif, fuir, s'écarter de l'adversaire ou le neutraliser. Je le précise en préambule de tous les stages de self-défense que je dirige avec des débutants, l'objectif d'une formation en self-défense n'est pas l'apprentissage de gestes létaux qui entraînent la mort. Il faut 1 heure tout au plus pour enseigner quelques-unes de ces techniques. Il faut 1 seconde pour tuer quelqu'un, mais savoir soumettre une personne qui en veut à votre intégrité physique est beaucoup plus difficile, surtout quand on cherche à équilibrer la riposte à l'attaque reçue. La logique d'une telle formation est la gestion psychologique et physique d'une situation de conflit où l'intégrité physique est menacée, avec constamment à l'esprit les principes dictés par la légitime défense. Il faut cependant avoir clairement à l'esprit que l'issue peut être la mort de l'agresseur. En effet, s'il m'agresse avec un couteau, je vais peut-être être contraint, s'il résiste, de retourner l'arme contre lui et de le blesser mortellement. Les principes opérationnels de la méthode de self-défense que je vais vous présenter un petit peu plus après sont les suivants. Apprendre à observer pour éviter les rencontres dangereuses. Apprendre à reconnaître la nature de l'agression pour adapter la réponse et utiliser en cas de besoin les armes naturelles du corps pour se défendre et contre-attaquer. Donc, observer,
reconnaître, utiliser. Ma conception est que la self-défense est avant tout un état d'esprit dans lequel il faut se mettre avant l'agression. C'est le déjà là, le temps de l'anticipation. C'est un esprit aussi qu'il faut avoir pendant la création. C'est l'épreuve, c'est la survie. Et après l'agression, d'accord, c'est le retour sur la réaction qu'on a eue. Alors, voici le programme de formation pour débutants qui est détaillé là. Donc, c'est ce que l'on travaille à chaque séance dans un cycle de ce qu'on appelle un cycle de niveau 1. Donc, vous pouvez voir que la formation s'organise autour notamment de l'augmentation progressive du niveau de l'agression. On commence par des dégagements sur des saisies simples, puis sur des saisies plus complexes. On en vient après à travailler sur des attaques coup de poing, des attaques coup de pied. Mais il n'y a pas encore de travail sur des enchaînements. Juste à la fin du cycle, on aborde un petit peu les défenses sur attaque à main armée, sur attaque au couteau, par exemple. En niveau 2, donc le programme de formation pour ce qu'on appelle des gens déjà qui sont initiés, le cycle de formation niveau 2 aborde l'approfondissement du répertoire stratégique du combattant en défense comme en attaque afin d'être capable d'adapter au mieux la riposte en fonction de l'agression. 2 pôles de travail vont être abordés, les enchaînements et surtout la gestion par le combattant de l'incertitude de la situation d'opposition. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur Internet un article qui a été écrit en 2007 par un collègue, David Chaminade, et moi-même, sur les variables cardinales de la situation d'opposition. C'était dans la revue EPS. On a beaucoup utilisé ce travail par la suite. Et donc, effectivement, en niveau 2, l'objectif est vraiment de travailler sur l'augmentation progressive de la situation, de l'incertitude dans la situation d'opposition. On le travaille aussi beaucoup en karaté, de manière, je dirais, on va dire normale, parce que le karaté a été un petit peu conçu comme cela. Vous pouvez remarquer, par exemple, que souvent, en début d'apprentissage, on travaille sur le Kion Ippon Kumite. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incertitude. On connaît l'arme, on connaît la cible, on connaît le rythme. Il n'y a qu'une seule attaque. L'attaquant annonce son attaque et la délivre. D'accord ? Ensuite, peu à peu, on va venir vers le Ippon Kumite, ce qu'on appelle le Ippon Kumite. Donc là, il va y avoir une recherche de distance. Okay, l'attaque est toujours connue, mais il y a une recherche de distance. Et puis, peu à peu, on va pouvoir jouer avec ça. Par exemple, ensuite, on va aller vers uniquement l'annonce de la cible. D'accord ? Mais on ne connaît plus l'attaque, etc., etc. Voilà, on a un petit peu modélisé ça en karaté pour justement gérer l'incertitude et surtout la graduer. Voilà. Alors, en général, il y a des stages de self-défense le vendredi soir, avant chaque période de congé. Vous avez les renseignements sur Facebook, Combat UT Capitole, sur Instagram, Esprit Self-Défense, et bien sûr, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Frédéric Lezère, les vidéos qui ont été faites depuis au moins 2 ans sur les stages de self-défense.
Et maintenant, sur les cours en ligne en karaté, en tai chi, en boxe française et bien sûr en self-défense. Quelques photos de cours, hein, plus spécifiquement là en self-défense à l'Université Toulousain Capitole. Voilà. Et nous allons pouvoir clôturer cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais reprendre la main. Voilà, détacher la vidéo. Voilà.